La science s'infuse. Jérémy Sigro. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de La Science s'infuse en direct ce soir. Et oui, La Science s'infuse, vous le savez, c'est en direct une fois par mois et vous avez également une rediffusion un autre vendredi. Ce soir, nous sommes en direct pour une émission qui sera dédiée aux animaux. Alors, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, il y aura tout d'abord une chronique sur l'origine de certaines expressions liées aux animaux qu'on emploie tous et toutes. On parlera également au cours de cette soirée de quelques techniques d'attaque et de défense assez insolites chez les animaux, car oui, parfois, ils ont des mécanismes naturels, vous allez voir, assez sympathiques. On va poursuivre également avec des méthodes de séduction insolites chez les animaux, car la Saint-Valentin n'est pas très loin, donc forcément, on va en parler un petit peu, c'est normal. Chez les animaux aussi, ils ont leurs méthodes, et croyez-moi, restez avec nous, car vous allez vraiment être surpris. Et enfin, on terminera cette émission avec un vrai ou faux, avec des études réalisées par les scientifiques, qui sont parfois un petit peu insolites, et justement, comme je le disais, c'est sous la forme d'un vrai ou faux. Il faudra savoir si ces études ont réellement été menées ou pas du tout. Et puis, comme vous le savez, dans cette émission, j'ai également le plaisir de recevoir à chaque fois un ou une invitée. Et ce soir, nous allons en l'occurrence parler de naturopathie animalière et également de reconnexion à soi grâce aux animaux, en compagnie de Laura Serre. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Laura. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Le plaisir est complètement partagé. Bien qu'un peu stressé, le plaisir est complètement partagé. Eh bien écoutez, on va passer un très bon moment ensemble, vous allez le voir, ça va être très sympathique et très convivial. Et donc, avant de passer à votre interview, que l'on fera d'ici quelques poignées de minutes, je vous propose donc de commencer avec la première chronique de cette soirée. Et justement, je vais vous faire participer. Je vais vous donner donc certaines expressions qu'on emploie tous et qui sont liées aux animaux. Et vous allez devoir deviner leur origine. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave évidemment, je suis là pour vous donner les éléments de réponse. Est-ce que vous êtes prête ? Quand vous voulez, on y va. Eh ben c'est parti et on commence tout de suite avec l'expression « peigner la girafe ». Savez-vous d'où vient celle-ci ? Absolument pas, je ne l'avais même jamais entendue. Eh ben je vais vous faire découvrir tout ça tout de suite. L'expression « peigner la girafe » qui signifie ne rien faire ou perdre son temps daterait de 1827. Le 30 juin de cette année-là, les Parisiens purent voir pour la toute première fois une girafe, cadeau du pacha d'Égypte au roi Charles X. La foule réserva un accueil triomphal à l'animal exotique qu'on installa au Jardin des Plantes avec un gardien personnel, figurez-vous. À ses supérieurs, qui lui reprochaient de ne rien faire, l'employé aurait répondu, pour se justifier, qu'il était fort occupé à peigner la girafe. Et depuis ce jour, l'expression est restée. C'est assez original, l'origine de nos expressions, n'est-ce pas, Laura ? Légèrement, oui. Tout à fait. Parfois, on apprend des choses insolites et justement, sur Variance FM, on est là pour en apprendre ce soir. Et je vous propose de continuer avec l'expression suivante. Il s'agit de payer en monnaie de singe. Savez-vous d'où vient cette expression ou pas du tout ? Eh bien, pas du tout non plus. Eh bien, je vais vous faire découvrir tout ça. Au XIIIe siècle, le roi Saint-Louis avait établi un droit de péage à l'entrée du pont qui, à Paris, reliait l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques. Les seuls exemptés étaient les montreurs de singes qui s'en libéraient en faisant des singeries à leur animal pour divertir ceux qui encaissaient l'argent du passage. Du coup, forcément, ils payaient en monnaie de singe et passaient librement, tout simplement. Ah, c'est assez sympa quand même, hein. Moi, je trouve qu'il se cache pas mal de choses derrière nos expressions courantes. Allez, on continue avec l'expression suivante, se regarder en chien de faïence. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout ? C'est pas évident quand même, hein ? Eh ben, alors celle-là, je la connais, je l'ai déjà entendue et employée, mais savoir d'où elle vient, pas du tout non plus. Eh ben allez, je vous explique tout ça. Cette expression vient de l'époque à laquelle toutes les familles chauffaient encore leur maison au bois dans la cheminée. À cette époque, il était très commun de trouver une paire de chiens en faïence qui se faisaient face sur les deux côtés de la cheminée, mais aussi sur le seuil du foyer, face à face de chaque côté du porche. Posés de cette manière, les deux chiens donnaient l'impression qu'ils se regardaient avec une certaine méfiance et une certaine hostilité, donnant ainsi naissance à l'expression « se regarder en chien de faïence » tout simplement. Et voilà. Allez, je vous propose une dernière expression
qui est assez sympathique, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Il s'agit de l'expression « des potrons minés ». Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà, cette expression ? Eh ben pour ne pas changer, absolument pas. Je peux comprendre que vous ne sachiez pas, vous êtes encore toute jeune, et puis c'est une expression qui ne date pas d'hier pour le coup, mais je vais expliquer tout ça. Alors pourquoi cette expression, qui signifie « dès le lever du jour ». L'origine de cette expression remonte au XVIIe siècle. Mais à l'époque, on disait « des potrons jacqués ». Le jacquet désignait alors l'écureuil, un animal qui, comme le chat, est capable de se reposer toute la journée après s'être beaucoup affairé au lever du jour. Un animal que l'on apercevait donc des potrons jacqués ou du coup dès le lever du jour. Mais pourquoi potron ? Eh bien, ce mot vient du vieux français poistron, dont l'origine est le latin posterio. Il signifie le derrière ou le postérieur. L'écureuil sortant très tôt le matin, il se montrait au lève-tôt qui apercevait surtout son derrière. Il voyait donc le potron du jacquet et du coup on disait potron jacquet. La vie étant devenue au fil des siècles plus citadine, on a pris davantage l'habitude de voir au réveil un chat qu'un écureuil. Le potron jacquet est donc devenu le fameux potron miné, tout simplement. Les propriétaires de chats connaissent d'ailleurs bien cette habitude des félins domestiques de les réveiller dès l'aube en leur montrant leur postérieur. Et oui, leur fameux potron miné. Comme quoi, c'est une habitude chez les chats et ça a même donné naissance à une expression. C'est quand même assez fou tout ça. Et voilà, écoutez Laura, on est ravis d'avoir appris des choses sur Variance FM, mais je pense que là, vous en sortirez enrichi, voilà, tout simplement, de cette émission où on apprend toujours des choses. Complètement. Écoutez, je vous propose d'écouter un petit peu de musique, tout simplement. On va se retrouver évidemment d'ici quelques minutes pour échanger au sujet de vos pratiques. Donc je le disais, au sujet de la naturopathie animalière et de la reconnexion à soi grâce aux animaux. Forcément, sur ce sujet, vous serez un peu plus calé, c'est normal. Mais donc, je le disais, on va continuer un petit peu en musique en attendant. Et je vous propose, pour débuter, d'écouter Michel Sardou avec Les yeux d'un animal. Comme les bleus transparents des aurores marginales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, aigu comme un diamant, traversant le cristal, le regard inquiétant d'un loup de carnaval. Tout ce qu'il y a d'amour et d'envie qu'on enferme s'est libéré un jour pour lui donner des cernes. Des volcans sont en elle, dévorant ses entrailles. Elle est terre, elle est ciel, tendresse et représailles. Comme l'appel des rivières dans un désert salé, elle a les yeux si clairs qu'on voudrait s'y noyer. Elle a des yeux si durs qu'on lit à livre ouvert ses romans d'aventure et ses récits de guerre. Comme les rouges déclinants des lueurs occidentales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, farouche et résigné, insolent et soumis à l'instant de griffer. Elle a ouvert son lit, elle est sortie armée du cerveau d'un démon. On ne sait quelle année, au fond de quel bas-fond, les yeux encore brillants de tourments prophétiques, la marque dans le sang des délires sabbatiques. Au fil des longs sommeils, elle pleure tout en douceur et le premier soleil la sort des profondeurs. Son regard surprenant pénètre comme un glaive pendant que des torrents s'échappent de ses Comme les bleus transparents des aurores marginales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, aigu comme un diamant, traversant le cristal, le regard inquiétant d'un loup de carnaval. C'est un miroir sans teint où l'on découvre tout, des pitreries du nain jusqu'au fou rire du fou, un gouffre satiné d'une fosse au serpent, un puits de vérité ou peut-être un néant. Amour extravagant, fascination
Michel Sardou avec Les yeux d'un animal sur les ondes de Variance FM. Un morceau qui change un petit peu de ce qu'on écoute habituellement. Et bon, j'avais envie ce soir de vous proposer des choses un petit peu originales. Allez, on va continuer maintenant avec une prochaine chronique. Je vais vous parler tout de suite de quelques techniques d'attaque et de défense assez insolites chez les animaux. On commence tout de suite avec des techniques d'attaque. Les belettes adorent les lapins, comme vous le savez. Enfin, elles adorent surtout les manger. Alors pour contrer la vitesse de fuite de ce petit animal et se régaler d'un bon repas, elles ont mis au point une technique de chasse redoutable. Il s'agit de la danse tout simplement. En effet, à petits coups de saut, de roulade et de course en zigzag, elles captent toute l'attention de leurs proies innocentes qui sont comme hypnotisées par le spectacle. Résultat, le pauvre lapin ne fait pas long feu. On poursuit avec une autre technique, celle du renard. Lorsque le renard repère un campagnol, au lieu de s'approcher en marchant, ce qui entraînerait des vibrations au sol qui seraient repérées par sa proie, il utilise une méthode atypique. Il mulotte, sautant assez haut pour tomber, patte en avant, sur le rongeur. Une technique pour le coup assez sympathique. Et que certains chats reproduisent comme le souffle mon invité à l'instant. On poursuit avec une autre technique d'attaque très sympathique, celle du lézard à cornes. Le lézard à cornes est un reptile vivant dans les déserts du Mexique. Et pour se défendre dans les zones impitoyablement arides et violentes du pays, l'animal a une technique imparable et particulièrement bizarre. Lorsque celui-ci est pourchassé par son prédateur naturel, le coyote, il réussit à accélérer la pression sanguine de son corps, notamment au niveau de la tête, jusqu'à ce qu'un jet de sang sorte brutalement de ses yeux. Ce liquide est un répulsif efficace contre toute créature qui lui voudrait du mal. En plus, le lézard arrive relativement bien à viser pour que son attaque atteigne sa cible. Ça, c'est original pour le coup. Toujours dans les techniques de défense, celle-ci va vous faire rire, on va parler des techniques de défense de certaines chèvres. Les chèvres sont des animaux domestiqués depuis bien longtemps, mais elles ressentent malgré tout le besoin de se défendre en cas d'attaque. Cependant, les chèvres de bétail, contrairement à leurs cousines encore sauvages, ont mis au point une méthode plutôt étonnante. En cas de stress intense, la chèvre semble s'évanouir et devient alors toute raide, se retrouvant presque inévitablement sur le dos. Il s'agit pour la plupart d'un défaut génétique qui existe chez certaines espèces, mais il leur est bénéfique car cela permet de se protéger contre certains prédateurs tout simplement. Allez, une dernière pour la route. Pour échapper à leurs prédateurs, les lézards y laissent parfois leur queue. Eh bien sachez que le gecko, Gecolepis megalepis, quant à lui, il laisse carrément sa peau, ou plus exactement ses écailles. Ainsi, les écailles de ce gecko jouent un rôle de leurre. Elles restent accrochées entre les dents ou les griffes du prédateur pendant que l'animal se sauve, tout nu, tout simplement. C'est assez original, ma foi. Bon, chers amis auditeurs, j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec moi. En tout cas, on va écouter un petit morceau de variété française et on va se retrouver d'ici quelques instants, 3 minutes exactement, pour échanger avec Laura au sujet de ses spécialités ici. Allez, on écoute tout de suite le morceau que je viens de mentionner, un morceau de variété française. Il s'agit en l'occurrence de Charles Trenet avec « Vous oubliez votre cheval ». Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères. Hier dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval.
50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux deux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tempête et d'abordage. Mais les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriait grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou Maison Lafitte? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval. Vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment à Puteaux vous avez connu grand-mère? Comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre? Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval. Vous oubliez votre cheval. Grand-père. J'adore Charles Trenet, c'est un chanteur qui me passionne depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, j'avais appris à l'école « Le soleil a rendez-vous avec la lune ». Ah oui, ça c'est une chanson incontournable de ce bel artiste. Bon bref, revenons-en à notre émission « La science s'infuse » qui est dédiée ce soir aux animaux. Il est grand temps de passer à la partie interview et de retrouver notre invité. Et il s'agit de Laura Serre. Rebonsoir Laura. Rebonsoir Jérémy. Alors, ravi de pouvoir échanger au sujet de ce que vous faites, surtout que vous avez pas mal de spécialités. Alors évidemment, j'ai dû me concentrer sur deux d'entre elles ce soir, car vous faites beaucoup de choses au sein de votre entreprise. On va parler ce soir plus particulièrement de naturopathie animalière et de reconnexion à soi grâce aux animaux. Alors pour commencer, on va donc parler de naturopathie, et j'ai plein de questions à vous poser. Qu'est-ce que la naturopathie animalière et dans quel cas peut-on y avoir recours ? Alors pour commencer, la naturopathie, je tiens à préciser que ça ne remplace en rien un vétérinaire et qu'un naturopathe animalier ou humain n'a pas pour vocation à poser quelconque diagnostic et à imposer quelconque protocole ou à faire la moindre ordonnance. Nous, on est là en matière de conseil, de prévention et on est là pour aider au quotidien. La naturopathie, c'est donc un ensemble de méthodes holistiques, de techniques naturelles qui visent à offrir un maximum de bien-être à l'individu qui en profite. Les techniques peuvent être par exemple l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie, les soins énergétiques. La communication animale peut aussi rentrer dans ce thème-là. Et l'objectif principal de ces techniques, ça va être d'aider l'animal à retrouver une homéostasie parfaite, c'est-à-dire un équilibre parfait, aussi bien physique qu'émotionnel. Et la naturopathie se pratique aussi bien en curatif, c'est-à-dire en cas de problème déjà diagnostiqué et posé, ou en préventif pour justement anticiper ces problématiques-là et permettre aux animaux de grandir, de vieillir, d'évoluer sereinement sans problématique particulière. Alors justement, vous avez parlé donc de physique et de mental. Sur quoi va-t-on agir en naturopathie ? Quel est l'élément principal sur lequel on va se concentrer ? Eh bien, on va agir sur le terrain de l'animal, c'est-à-dire qu'on va travailler sur son organisme. En bref, on va travailler sur les causes et on va chercher le fond du problème. On ne va pas s'arrêter aux symptômes et traiter un symptôme. Le but de la naturopathie, ça va vraiment être d'aller à l'essentiel pour trouver ce qui cause le vrai problème. Par exemple, on a souvent des animaux qui ont des problèmes de peau et donc on va donner de la cortisone pour traiter le problème de peau. Sauf que quand on creuse un peu et qu'on se renseigne, le problème de peau vient du stress, le problème de peau vient de l'alimentation. Et donc le but du naturopathe, ça va être de traiter le fond de ce problème-là. Alors du coup, est-ce que la naturopathie fonctionne avec tous les animaux ? Bien évidemment, elle fonctionne avec tous les animaux et elle fonctionne même à merveille sur les humains. N'importe qui peut en bénéficier. Le tout, c'est de trouver les bonnes méthodes et le bon protocole en fonction de l'individu en question.
Donc on peut vous apporter n'importe quel animal et on peut éventuellement avoir des bienfaits sur cet animal par la suite. Alors moi non, pas n'importe quel animal. Moi je suis spécialisée en chiens, en chats et en chevaux parce que certaines pratiques ne peuvent pas être utilisées ou sont plus risquées sur certains profils. Je pense notamment aux chats sur lesquels on utilise peu l'aromathérapie. L'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles. Et si on s'en sert, il faut que ce soit fait de manière vraiment définie parce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être toxiques pour le chat. Parce que naturel ne veut pas dire sans danger. Donc on s'adapte et moi je ne fais que chiens, chats et chevaux. D'accord, bon chers amis auditeurs, si vous avez un serpent de mauvaise humeur, gardez-le pour votre belle-mère après tout, voilà, ça pourra toujours servir, vous ne pourrez pas malheureusement l'apporter à Laura. Alors du coup, quel est le déroulement d'une séance de naturopathie ? Quelles sont les étapes auxquelles vous procédez ? Alors, le point de départ, c'est le bilan naturopathie. C'est de là où tout part. Et donc, on commence par une anamnèse complète. L'anamnèse, c'est un état des lieux sur l'animal. Je vais poser un tas de questions au gardien sur le vécu de l'animal, sur ses pathologies, sur sa façon de vivre, sur son alimentation, sur ses activités. Vraiment, on rentre dans le fond des choses pour que j'ai un maximum d'éléments. Une fois que j'ai tous les éléments nécessaires, on passe aux questions-réponses du gardien si jamais il en a. Et à la suite de ça, moi, je propose un protocole qui me semble adapté à un instant T, à une situation précise. Par la suite, suivant les besoins, soit on se revoit, soit on a un suivi à distance pour éventuellement réajuster le protocole. D'accord, est-ce qu'une seule et unique séance peut suffire du coup ou est-ce qu'il en faut plusieurs ? Ça dépend des cas, mais en général, le bilan en lui-même, le bilan peut se suffire à lui-même suivant la problématique. Il y a des cas plus compliqués que d'autres, bien évidemment, mais en général, il suffit de s'adapter et on a rarement besoin de plus de 2 ou 3 séances. D'accord. Et est-ce que vous vous servez du coup de certains outils ou instruments spécifiques lors de vos séances de naturopathie ? Alors, il y en a énormément, donc je ne pourrais pas tous les citer. Et il faut bien évidemment s'adapter à chaque profil. On n'utilise jamais les mêmes méthodes non plus d'un animal à l'autre. Pour ma part, je travaille essentiellement avec l'alimentation, puisque la phrase « on est ce que l'on mange » fonctionne aussi chez les animaux. Et je me sers principalement de la gémothérapie, de la phytothérapie et des élixirs floraux. Si besoin, je propose en complément des compléments naturels type aloe vera, argent colloïdal, etc. D'accord. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair pour nos amis auditeurs, est-ce que vous pouvez éventuellement nous citer des cas concrets de résultats que vous avez peut-être pu obtenir grâce à la naturopathie animalière ? Il y en a énormément. Mais on va commencer par les cas qui me touchent le plus, mes propres animaux. Oui, et des situations marquantes peut-être pour vous, j'imagine. Déjà, pour commencer, on a Lulu qui est maintenant décédée depuis 2 semaines, mais qui aurait dû partir il y a de ça 1 an. Et qui a réussi à résister grâce à des protocoles naturaux faits sur mesure pour lui, jour après jour, pendant 1 an complet, où au final, il n'aura pas souffert jusqu'à la fin. On a également Randy, mon chat de 2 ans, qui a une gingivose, stomatite, maladie auto-immune. Les vétérinaires n'arrivent pas à diagnostiquer son cas, pourtant on a fait des dizaines et des dizaines de tests. Et il se maintient grâce à la naturopathie, encore une fois. Bien évidemment, on est sur des cas très lourds, donc là il faut adapter semaine après semaine. Mais il a 2 ans et demi et il est encore vivant alors qu'on ne lui donnait pas 6 mois à vivre. Et après, on a Clandestine, ma jument qui est arrivée... il y a maintenant 3 ans, qui ne savait pas faire autre chose que marcher en titubant. Après un gros travail sur l'alimentation, sur les compléments et un travail avec des confrères et des consoeurs parce que je ne fais pas tout et donc je n'hésite pas à m'entourer. J'ai par exemple fait appel à une super ostéopathe qui s'appelle Justine Razra et qui a sauvé ma jument parce que depuis elle, Clandestine est capable de trotter, de galoper, de lever les fesses. Donc la naturopathie nous a aidés à ce niveau-là. Et puis pour parler de quelques cas clients, on a par exemple Guidenia qui est une jument qui à l'âge de 4 ans et demi était diagnostiquée ulcère de stade 4/4 par les vétérinaires, qui était condamnée, qui ne trouvait plus d'alimentation adaptée. Et puis, après un bilan, plus 2 séances de suivi, plus des soins énergétiques faits par une consoeur, la jument vit sa meilleure vie et a réussi à retrouver un équilibre. On a également un petit cocker qui venait assez régulièrement et puis qui avait des otites à répétition. Après une seule et unique séance et quelques conseils, le chien va parfaitement bien et n'a plus jamais refait d'otite.
Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous raconter des cas encore pendant des heures. Oui, j'imagine qu'il y a pas mal de cas différents. Et alors du coup, de ce que je peux comprendre, c'est qu'on peut également combiner finalement la naturopathie à plein d'autres choses, puisque du coup vous travaillez avec certains de vos confrères qui font des choses différentes en fait. C'est ça, exactement. Moi, j'ai mes spécialités parce que j'estime que pour reconnaître un bon professionnel, ça passe aussi par un professionnel qui sait reconnaître ses limites. Et donc, je n'ai aucun mal à reconnaître les miennes. Donc, quand ça dépasse mes compétences, je passe la main sans problème, que ce soit à des lithothérapeutes, à des ostéopathes, à des communicants animaliers. On y reviendra pour la partie reconnexion à soi pour les humains, mais c'est exactement le même procédé. Je ne travaille pas toute seule parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc on l'a bien compris, grâce à vous, les humains peuvent apporter du bien-être à leurs compagnons et ce n'est pas la seule chose que vous faites puisque vous proposez le cas inverse. En effet, les animaux peuvent aussi nous apporter du bonheur en nous permettant de nous reconnecter à nous-mêmes. Alors forcément, là aussi, j'ai plein de choses à vous demander. Quand peut-il être intéressant, pour commencer, de procéder à une reconnexion à soi par le biais des animaux ? Alors, avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que les séances de reconnexion à soi peuvent se faire pour les adultes, mais également pour les enfants, parce que c'est un public qui me tient très à cœur et que j'ai vraiment envie d'accompagner, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de harcèlement scolaire, de phobie scolaire, qui ne se sentent pas à la hauteur. Et force est de constater que, au fil de mes séances, les enfants évoluent à vitesse grand V, prennent plaisir et prennent confiance avec les animaux. Donc les séances de reconnexion à soi ne sont pas uniquement destinées à des personnes majeures. J'accueille aussi des enfants avec grand plaisir. Et donc, pour répondre à votre question, il est intéressant de procéder à une séance de reconnexion à soi avec les animaux dès qu'on en ressent le besoin en fait. Dès qu'on estime qu'on a besoin de lâcher prise, de modifier certaines choses, de faire évoluer certaines situations, les animaux peuvent nous aider. Je peux aider les clients qui viennent à moi et ensemble, on peut trouver des solutions pour aller mieux. D'accord, donc on peut le faire dans pas mal de situations, j'imagine. Ah oui, complètement. Le but étant que l'humain présent prenne du plaisir et qu'il soit satisfait, fier de lui, heureux, souriant. On travaille sur vraiment beaucoup de problématiques qui vont de la personne en burn-out, qui vont de la personne qui n'a pas confiance en elle, à des cas beaucoup plus lourds de tentatives de suicide, de troubles du sommeil, de crises d'angoisse. Donc on s'adapte au profil de la personne dans le besoin. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes méthodes de reconnexion à soi grâce aux animaux qui existent et quelles sont celles que vous proposez ? Alors, celles qui existent, j'ai envie de dire qu'il y a autant de méthodes que de professionnels. Pour ma part, je fonctionne vraiment beaucoup au feeling et je m'adapte aux clients en face de moi. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, c'est le client, on est là pour lui. Et l'objectif, c'est que la personne présente prenne du plaisir, s'amuse, soit heureuse, satisfaite, fière d'elle. Mais pour donner quelques exemples, je m'aide de la sophrologie, de techniques de respiration, de la méditation. Ça peut aller aussi par le soin aux animaux, par le travail des chiens, par de la, entre guillemets, ronron-thérapie. On peut aller jusqu'aux soins en lithothérapie ou au tirage d'oracle. C'est vraiment très varié. D'accord, ah oui, c'est assez original. Je connais la ronron thérapie, je la pratique régulièrement en allant dans un bar du côté de Clermont-Ferrand, dont je tairai le nom parce que je n'ai pas le droit de le citer, mais c'est un très bel endroit et puis ça permet de se détendre, c'est vrai que ça fonctionne. Donc voilà, il y a pas mal de techniques qui existent comme vous le dites, mais la ronron thérapie, c'est vraiment pas mal. C'est ça, et puis en ayant 7 chats à la maison, si certains ne sont pas disposés à travailler, il y en a toujours un ou deux qui sont prêts à offrir de leur ronron. D'accord, 7 chats, oui effectivement ça fait beaucoup. Moi j'en ai déjà 2 à la maison et je vois le résultat. Donc avec 7, effectivement, les journées doivent être parfois un petit peu difficiles aussi. Hein. Non, on le choisit. Donc non, 7 chats, 4 chiens, 2 juments. Non, on l'a choisi et ils égayent nos journées plus qu'ils ne les rendent difficiles. D'accord. Alors du coup, comment faites-vous pour déterminer l'animal qui aura le plus d'effet sur nous ? En général, je demande tout simplement aux clients et puis au fil de nos échanges, là aussi c'est beaucoup d'instinct et de connaissance de mes animaux et de connaissance de mes clients et des profils que je reçois pour déterminer, parce qu'en général la séance commence par d'abord un échange et ensuite les animaux interviennent. Donc c'est au cours de ce premier échange que je vois ce qui sera le plus bénéfique à l'humain qui est à mes côtés. D'accord. Et est-ce que l'on peut apporter ses propres animaux de compagnie pour faire de la reconnexion à soi ? Ou est-ce que celle-ci ne se pratique qu'avec les animaux dont vous disposez chez vous ?
Les séances de reconnexion à soi peuvent parfois être très lourdes, émotionnellement parlant, que ce soit pour l'humain ou pour l'animal qui accompagne. Donc, je ne prends pas les animaux des clients pour la simple et bonne raison que les animaux du foyer des humains présents lors de la séance encaissent déjà beaucoup au quotidien et que l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse lâcher prise et repartir sur de bonnes bases. Donc je ne le fais qu'avec mes animaux, comme ça me permet de voir comment eux ont géré la situation et de pouvoir retravailler derrière si ça a été un peu compliqué pour eux, mais je n'inflige pas entre guillemets ça aux animaux des clients, ce n'est pas le but, surtout qu'en général les clients se mettent la pression quand ils ont leurs propres animaux et donc ça empêche un peu le lâcher prise. Oui, j'imagine, d'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que l'on peut éprouver lors d'une séance de reconnexion à soi et surtout, comment en ressort-on ? On peut éprouver énormément de choses parce que moi la première, il faut pas croire, ça me bouscule en général pas mal. Donc on peut ressentir vraiment énormément de choses au cours d'une même séance dans un laps de temps très court au final. Ça peut être de la joie, de la tristesse, de la fatigue, de la colère aussi parfois. Ça dépend vraiment de chaque profil et donc on en ressort soit fatigué, soulagé, évolué. Là aussi c'est assez compliqué de donner une réponse universelle parce que c'est vraiment propre à chacun. Oui, en fait on travaille vraiment sur les émotions de la personne, c'est ça ? C'est ça, on est là pour aider les gens à conscientiser ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, comment ils peuvent l'améliorer. On est là pour leur dire en fait, t'existes, t'es quelqu'un, t'as le droit, vas-y, fonce. D'accord. Et alors du coup, comment fait-on pour que la sensation de bien-être persiste suite aux séances de reconnexion à soi par le biais des animaux ? J'imagine qu'il existe également des exercices que l'on peut reproduire chez soi. Exactement. Moi, je fournis déjà un PDF détaillé avec tout un panel d'exercices, de petites séances, de petites choses à mettre en place à la maison, avec des conseils aussi. Et puis, ça dépend encore une fois de chaque personne. Certaines personnes, au bout d'une séance, seront complètement à même de retravailler elles-mêmes sans avoir besoin de revenir. Et puis, il y en a qui auront besoin de 2, 3, 4, 5 séances pour se dire « Ok, ça, je peux le faire tout seul à la maison ». La priorité étant de réussir à conscientiser ce qu'on fait en séance pour pouvoir le reproduire après tout seul chez soi. D'accord. Alors maintenant, on va revenir un petit peu à des généralités en ce qui concerne la naturopathie et la reconnexion à soi. Les séances que vous proposez, vous les proposez donc chez vous ou alors est-ce que vous allez peut-être directement chez la personne ? Je consulte à mon domicile parce que du coup là on a un bureau tout neuf qui vient d'arriver, qui a été conçu complètement à 100% par des artisans de la région. J'ai le droit de les nommer ? Bien sûr, allez-y. Eh ben, on remercie grandement SN Bois qui a fait un travail du tonnerre en l'espace de 15 jours, 3 semaines, malgré les aléas météorologiques. Donc je reçois à mon domicile, dans un petit lieu cocooning où tout va très bien, où on est complètement serein. Ça me permet aussi de pouvoir adapter et de ne pas avoir juste un animal sous la main et de pouvoir vraiment me dire là je vais chercher celui-ci ou celui-là. Je reçois du coup à Celles-sur-du-Rôle sur ma structure et je peux également m'adapter en cas d'enfants en situation de handicap ou de personnes en EHPAD. On peut tout à fait se déplacer pour des cas exceptionnels. D'accord. Et alors, comment fait-on pour se former dans le domaine de la naturopathie ou celui de la reconnexion à soi grâce aux animaux ? Est-ce qu'il existe des formations spécifiques ou pas du tout ? Il existe énormément de formations. Par contre, il faut savoir que ce soit la naturopathie ou la reconnexion à soi, qu'on appelle plus communément la médiation animale, ne sont pas reconnues en France. Donc, on peut avoir tout et n'importe quoi. Donc, le petit conseil que je pourrais donner, c'est de se renseigner, d'aller voir les structures, de s'assurer que les formations sont en accord avec nos valeurs, parce qu'on trouve vraiment de tout, que ce soit en ligne ou en présentiel. D'accord. Et alors maintenant, on va parler de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le monde des animaux et à le joindre à celui du bien-être, en fait ? Eh bien, les animaux, j'ai toujours été passionnée, ils m'ont toujours fascinée, j'ai toujours évolué et grandi à leur côté, ils m'ont toujours tiré vers le haut. Et en grandissant, en évoluant, j'ai voulu et j'ai eu besoin d'en savoir plus à leur sujet, de mieux les comprendre, de mieux les lire. Donc je me suis tout naturellement tournée vers le milieu animalier pour en faire ma profession. Et après, en ce qui concerne le bien-être humain, c'est tout simplement mon propre passif et ma propre histoire. C'est mon parcours en fait qui m'a permis de vouloir venir en aide aux autres, dans le sens où, suite à mes propres difficultés, j'ai eu du mal à trouver du soutien, j'ai eu du mal à trouver des solutions pour m'en sortir. Et quand j'ai réussi à le faire,
je me suis dit qu'après des années de galère, ça pouvait être sympa d'offrir les clés que j'avais réussi à trouver et à me créer à ceux qui en ont besoin. D'accord, oui, c'est un très très beau choix de votre part. Et alors, du coup, pour terminer, comment peut-on en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites ? J'imagine que vous avez donc une page Facebook, un site internet, et qu'on peut directement venir vous voir si on a plus de questions éventuellement. Alors, effectivement, j'ai un site internet, www.descoussinesaussabots.com. J'ai également une page Facebook et un compte Instagram, Des coussinets au sabot, tout simplement. Et après, il est possible de me contacter directement par téléphone au 06 63 78 69 66. Si des personnes ont la moindre question, je me tiens à disposition. D'accord, bon, en tout cas, si des personnes sont intéressées au standard, on pourra leur donner le numéro tout à l'heure avec grand plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller consulter tous ces réseaux. On rappelle le nom de votre entreprise, Des coussinets au sabot. C'est assez simple, c'est assez facile à mémoriser. Donc, chers amis auditeurs, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas contacter Laura. J'aimerais juste en profiter pour préciser que les ateliers collectifs reviennent, étant donné qu'on a enfin un bureau pour pouvoir travailler malgré les intempéries. Et donc, on a des séances qui arrivent en février pour les enfants, le 8 et le 22, de 14h à 15h30. C'est un petit atelier collectif entre 5 et 6 enfants pour parler du chien, du bien-être animal, de comment se comporter avec le chien. On a également des cercles d'échange pour adultes, les 17 février et 10 mars, où on se retrouve de 19h à 21h entre adultes autour d'un apéritif pour parler chien, pour parler bien-être, pour pouvoir évacuer ce qu'on a à évacuer, parce qu'en général, quand on est gardien de chien ou chat, on se retrouve parfois seul face à soi-même. Et donc, ça peut être intéressant de savoir qu'on a des petits ateliers, des petits groupes de parole pour pouvoir vider son sac. Et pour finir, on aura le 26 février un atelier bobologie et soins naturels ouvert à tous les particuliers gardiens de chiens et de chats qui souhaitent se former entre guillemets à la naturopathie pour pouvoir pallier aux petits tracas du quotidien. Ça se passera de 14h à 16h dans notre structure. Les gens repartiront avec un petit kit pour pouvoir pallier aux premières pathologies, premières bobologies. Et ça, c'est vraiment ouvert à tous les particuliers qui ont envie de se former et qui ont envie d'apporter du mieux-être à leur animal. D'accord, donc de nombreux ateliers, tous aussi intéressants les uns que les autres. Alors, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez envie d'y participer. Laura, comme je le disais, on va se retrouver d'ici quelques minutes. On aura le plaisir de partager une chronique assez sympathique pour clôturer l'émission. On en dira plus d'ici quelques instants. En attendant, on va continuer en musique et on écoute tout de suite Didier Barbelivien avec La Chienne Vendéenne. En tout cas, merci Laura pour tous ces renseignements et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Jérémy. Entend la pluie sur les ardoises des églises et des métairies. Entend la Vendée qu'on écrase, entend tout ce qui est un cri. Ce n'est pas un lapin de Garenne, ce n'est pas un chevreuil qui s'enfuit. C'est bien la chienne vendéenne qui va hurler toute la nuit. Entend le tocsin des campagnes, Saint-Aubin, Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Entend nos enfants et nos femmes, entend tout ce qui est un cri. Ce n'est pas un hibou de Mayenne, ce n'est pas un cheval d'Ancenis. C'est bien la chienne vendéenne qui va hurler toute la nuit. Entend les fusils qui résonnent au fond des bois de la Charmille. Entend les Vendéens qui grognent, entend tout ce qui est un cri. Ce n'est pas une armée souveraine, ni les sabots d'une cavalerie. C'est bien la chienne vendéenne qui va hurler toute la nuit.
c'est que c'est tout de même un véritable massacrement pour l'entendement d'un honnête homme. Que de voir des Iroquois de la Chine qui ont eu leur beau-père estropié par le Seigneur, leur grand-père galérien par le curé et leur père pendu par le roi. Et qui se battent nom d'un petit bonhomme, et qui se fichent en révolte, et qui se font écrabouiller pour le Seigneur, le curé et le roi. Franchement sympa ce morceau, hein. Moi je ne le connaissais pas, il fait partie de la discothèque de Variance FM, et je vous l'ai diffusé ce soir. Il s'agissait de La Chienne vendéenne de Didier Barbelivien, un morceau qui fait voyager et on a l'impression d'écouter de la musique celtique en fait, hein, tout simplement, donc ça fait toujours plaisir ce type de morceau-là. Allez, on va continuer cette émission sur le thème des animaux avec cette fois-ci quelques méthodes de séduction insolites dans le monde des animaux. Alors on n'est pas très loin de la Saint-Valentin comme je le disais tout à l'heure, du coup ça tombe à point nommé. Allez, on commence tout de suite avec le porc-épic. Pour se reproduire, le porc-épic doit user d'un stratagème qui ne manque pas de piquant. Lorsqu'un mâle repère une femelle, il met en route une technique de séduction insolite. Il se dresse face à elle sur ses pattes arrière et lui envoie un jet d'urine en pleine tête. Si la femelle est séduite, elle fera en sorte de réduire ses pics afin de ne pas blesser l'animal durant l'acte sexuel. Sans cette approbation, ce dernier n'aura aucun moyen de s'accoupler avec elle. Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux pas tenter, pour le coup. Moi, je me mouillerai pas, en tout cas, je me mouillerai pas. Allez, on poursuit tout de suite avec le prochain animal. Et cette fois-ci, on va parler des hippopotames. Les déclarations d'amour des hippopotames ne sont pas aussi romantiques que celles d'autres animaux. En fait, le langage de la séduction chez cet animal passe presque entièrement par les excréments. Pour marquer son territoire et impressionner une partenaire, le mâle envoie des selles partout en tournant très rapidement la queue comme une hélice. Si une femelle est intéressée, elle répondra en expulsant ses excréments près du mâle. C'est une technique comme une autre, hein. Ouais, heureusement qu'on ne fait pas ça chez les humains, j'ai envie de vous dire. Enfin bref. On poursuit avec les diables de Tasmanie. La reproduction des diables de Tasmanie est un truc de dingue, et il y a clairement matière à en faire un sujet de télé-réalité. La femelle veut le mâle le plus fort et le plus agressif possible, alors elle tranche à sa façon parmi les candidats. Si le type est trop timide, elle lui met une raclée, mais s'il est costaud, qu'il la mord et qu'il la griffe, elle se laisse tenter. Après qu'il se soit accouplé, le mâle s'endort, tandis que la femelle fait de son mieux pour s'extirper discrètement de la tanière, afin d'aller s'accoupler avec un autre tant qu'elle est en chaleur. Drôle de méthode quand même, hein, ma foi. Enfin bref. On poursuit avec le magot. Le magot qui est un petit singe et vous allez voir, j'adore cette technique de séduction. Le magot, un macaque vivant en Afrique, joue les tendres avec les plus jeunes recrues du groupe pour s'attirer les faveurs des femelles qui lui ont tapé dans l'œil. Au programme, câlin, baiser et épouillage des petits, le tout sous le regard attendri des femelles. Ces dernières, touchées par ces petites attentions dignes des meilleurs pères, se laissent littéralement séduire. Ouais, c'est une technique comme une autre, hein, pourquoi pas. Et allez, une dernière technique assez sympathique, celle du phoque à capuchon. Pour séduire sa belle, le phoque à capuchon mâle opte pour une technique testée et approuvée par plusieurs espèces. Faire enfler et grossir son organe pour montrer sa supériorité. Alors, rien de sexuel là-dedans, je vous rassure, non, il choisit de faire gonfler ses narines. Ainsi, lorsque vient la belle époque de la parade nuptiale, les mâles soufflent dans la petite membrane qui leur pend entre les yeux pour la faire gonfler le plus possible et signaler aux femelles qu'ils sont totalement ouverts et disponibles. C'est une technique comme une autre, hein, mais je peux vous assurer qu'ils ne ressemblent vraiment pas à grand-chose quand ils font gonfler cette chose-là sur leur crâne. Hein. Vous verrez des photos, vous pouvez aller sur internet, ce sont des phoques à capuchon. C'est assez original. On ne mettra pas de photos sur la page Facebook, à vous de vous débrouiller, vous irez jeter un œil. Voilà, écoutez, il est déjà 19h46, on va continuer avec un dernier morceau de musique. Nous allons écouter Téléphone avec le chat. Et puis d'ici quelques instants, on retrouvera Laura pour clôturer cette émission de la meilleure des façons avec un petit vrai ou faux sur le thème des animaux. On découvrira si des études que je vais proposer ont vraiment été réalisées sur les animaux. Vous allez voir, il y en a qui sont quand même drôlement sympas. Alors on écoute tout de suite Téléphone.
de velours, il vole l'amour. C'est un chat. Il aime les lumières De la nuit, il avance en dansant, souplement, doucement. Il va où il veut, s'en va comme il peut. à minuit. Il te suit, ce qui lui est à lui. Oh, il est sale le matou. Place Pigalle ou autour de l'étoile, pas de petit passage pour cet enfant passage. Et de cheminée en cheminée, voyou, passionné, étrange animal au sourire vertical. Il ne sait pas quand il fait mal. À minuit, il te suit. À midi, il te fuit. Oh, ça y est, il est reparti. À minuit, il te suit. À midi, il te fuit. Ah, te voilà. À pas de velours, il est de retour. Le chat, ce voleur d'amour. Viens, allez, viens ici. Viens ici, petit matou. Well, this is the end. Et voilà, c'était Téléphone avec le chat sur les ondes de Variance FM, un morceau qu'on n'écoute pas forcément très souvent. Et ben voilà, je vous l'ai proposé à l'instant. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble dans cette émission La Science s'infuse sur le thème des animaux. Et on va clôturer celle-ci avec Laura. Alors Laura, avant de se quitter, je vous propose une dernière chronique. Une chronique assez sympathique, je pense qu'on va passer un bon moment avec celle-ci. En effet, je vais vous parler d'études réalisées par les scientifiques chez les animaux. Vous allez me dire si celles-ci ont vraiment été réalisées ou si elles sont sorties de mon imagination. Car oui, évidemment, il y aura des pièges au cours de ce petit questionnaire. Toutes les études ne seront pas vraies, évidemment. Est-ce que vous êtes prêtes ? On y va. C'est parti. Allez, première étude. Les rats aiment l'opéra et seraient potentiellement capables de devenir des chefs d'orchestre. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux ?
Ah, c'est super intelligent, un rat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on va dire que c'est vrai. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai. Oui, il y a bien une étude qui a été menée là-dessus et je vais vous expliquer tout ça. Une récente étude de chercheurs japonais qui ont fait écouter Mozart et d'autres musiques à des rats révèle que ces rongeurs battent la mesure au même rythme que nous. Pour cette expérience, les scientifiques japonais ont équipé des rats de laboratoire de capteurs et leur ont fait écouter différents morceaux de musique, principalement la sonate pour 2 pianos de Mozart, mais également des chansons de Lady Gaga, Queen, Michael Jackson, Maroon 5, etc. à des rythmes différents, allant de 99 à 528 battements par minute. Résultat, c'est sur le tempo original de l'œuvre de Mozart, c'est-à-dire 132 battements par minute, que l'activité neuronale et les mouvements de tête des rongeurs ont été les plus flagrants, exactement comme pour 7 femmes et 13 hommes qui se sont également prêtés à l'étude. Comme quoi, finalement, les rats pourraient être des chefs d'orchestre eux aussi. Hein. C'est fou, hein, c'est intelligent ces bêtes-là, comme vous le disiez si bien. Hein. Eh oui. Peut-être que vous devriez faire, vous aussi, de la reconnexion à soi grâce aux rats. Je pense que j'aurai un peu moins de clients. Oui, je pense. Effectivement, ça plairait peut-être pas à tout le monde. Allez, seconde étude. Les antilopes ont l'habitude de se coacher entre elles afin d'être plus rapides face aux prédateurs. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? J'aurais pas employé le terme coacher, mais étant donné que ça doit être des animaux grégaires qui doivent se pousser pour pas crever ensemble, je dirais que c'est vrai. Eh ben non, c'est faux, c'est une invention de ma part, hein, mais l'idée était assez drôle. Ah là, ouais, franchement, c'était bien pensé là. Ouais, c'est vrai, moi, j'aurais trouvé ça drôle des antilopes qui discutent entre elles. Allez, vas-y, cours plus vite, il y a un prédateur derrière. Va falloir tester, hein. Ouais. Prochaine étude. Ouais, vous savez quoi, je vais en parler aux scientifiques, on va se débrouiller pour qu'une étude soit faite. Allez, on poursuit. Les poissons sont de très bons pilotes et peuvent sans problème réussir un exercice de conduite. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux ? De conduite. Oui, de conduite, effectivement. Je vois pas comment ça peut conduire un poisson, donc on va dire non. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai, il y a une étude qui a été menée là-dessus. Comme quoi, parfois, les études sont totalement folles. Hein. Une étude menée par une équipe de scientifiques israéliens de l'université Ben Gurion démontre que ce petit animal a la capacité de piloter un aquarium mobile dans un environnement terrestre. Comment les chercheurs sont-ils arrivés à cette conclusion ? Eh bien, ils ont branché sur une base roulante et robotisée un aquarium qu'ils ont mis en relation avec un système de télédétection et de télémétrie. Ce logiciel informatique permettait d'adapter les mouvements du poisson rouge. Mais comment s'est déroulée l'expérience ? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque le poisson se rendait dans la partie avant de l'aquarium, le véhicule avançait, et lorsque le poisson restait dans la partie arrière, le véhicule restait immobile. L'animal a été entraîné pour qu'il comprenne l'expérience. Il devait atteindre une cible déterminée, à savoir un carton ondulé de couleur rose, mais le parcours n'était pas forcément linéaire. Et figurez-vous que même s'il n'était pas linéaire, ça a fonctionné. Le parcours était effectué de plus en plus rapidement en plus par l'animal. Enfin, comme chaque effort mérite une récompense, lorsque le poisson rouge arrivait à atteindre la cible, il recevait bien évidemment des granulés. Et désormais, vous changerez peut-être d'avis sur les poissons rouges, ils ne sont pas si bêtes que ça, comme quoi. Et oui, vous avez vu, hein ? Donc un poisson peut conduire finalement, il est capable de distinguer sa trajectoire et puis d'avancer tranquillement, sans problème. Allez, autre étude. Les paresseux mâles sont pires que les hommes. Ils feraient semblant de dormir afin que leurs femelles s'occupent des tâches du quotidien. Vrai ou faux ? Ça me paraît compliqué d'être pire qu'un homme. C'est pas faux. Alors à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? On va dire que c'est faux. Les animaux sont pas aussi vicieux que les humains. Oui, c'est faux. Oui. Il reste tout de même assez flemmard, c'est vrai, mais aucune étude n'a été faite là-dessus. Ça aurait pu être assez drôle, moi, je pense, là aussi, quand même. Hein. Franchement, de comparer l'animal à l'humain, de voir un peu ce que ça pourrait donner. C'est vrai que nous, les hommes, on est parfois un petit peu paresseux, on va pas se mentir. Allez, une autre étude bien sympathique, vous allez le voir. Avec une pieuvre chez vous, vous ne risquez pas d'oublier d'éteindre la lumière. Et oui, elle pourrait s'en charger à votre place. Vrai ou faux ? Et ben là, j'en ai pas la moindre idée parce que c'est pas des animaux que j'affectionne. Et ben la réponse, je vais vous la donner tout de suite. Et ben sachez que c'est vrai, hein, figurez-vous, et je vais vous expliquer pourquoi. En 2008, le personnel de l'aquarium Seastar en Allemagne a eu un problème. À la fin de la journée, ils étaient partis en laissant tout en ordre. Mais le lendemain matin, quand ils sont arrivés, plus rien ne fonctionnait. Plus de courant. Bon, certains membres du personnel ont passé la nuit à l'aquarium pour observer ce qui se passait. Mais ils n'ont rien vu. Finalement, ils ont décidé d'installer des caméras.
Et ils ont découvert que chaque nuit, Otto, une pieuvre de 6 mois, grimpait sur le côté de son réservoir et pulvérisait de l'eau sur une ampoule de 2000 watts placée au-dessus d'elle dès qu'elle était seule dans la pièce. Elle pouvait expulser suffisamment d'eau non seulement pour court-circuiter le courant, mais aussi pour faire tomber tout le système électrique du bâtiment, figurez-vous. Dans un laboratoire de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, une autre pieuvre a fait le même tour. Elle l'a d'ailleurs fait tellement de fois que le coût de la réparation des dégâts a obligé le laboratoire à relâcher la pieuvre dans la mer, figurez-vous. Ça, c'est quand même assez fou. Les pieuvres n'aiment pas les lumières vives et projettent de l'eau sur tout ce qui les dérange. Ceci avait été déjà découvert par Peter B. Dew, considéré comme le principal fondateur de la discipline de la pharmacologie comportementale et qui avait analysé ce thème dans un article paru en 1959. Une découverte hasardeuse, c'est vrai, mais qui a été étudiée pas mal de fois par la suite par des chercheurs. Donc voilà, moralité, n'hésitez pas à prendre une pieuvre. Si vous oubliez d'éteindre la lumière, elle s'en chargera à votre place. Bon, à vos risques et périls, parce qu'après, il va falloir appeler un électricien. Malheureusement, ça a ses inconvénients. Voilà. Allez, une dernière étude, Laura. Traiter les vaches avec attention, et en particulier en leur donnant un petit nom, leur permettrait de se sentir mieux et de produire beaucoup plus de lait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Se sentir mieux, oui. Produire plus de lait, je sais pas. On va dire vrai. Eh ben c'est vrai, oui, figurez-vous. Traiter les vaches avec attention et en particulier leur donner un nom augmente leur production de lait selon une étude britannique. Les vaches laitières qui bénéficient d'un traitement personnalisé ont un rendement supérieur jusqu'à 250 litres de plus par an, indiquent des chercheurs de l'université de Newcastle. Tout comme les gens réagissent mieux à un traitement individualisé, les vaches, elles aussi, sont plus heureuses et plus détendues si on leur prête plus d'attention. En accordant plus d'importance à l'individu, comme appeler une vache par son nom ou avoir de plus en plus de rapports avec l'animal à mesure qu'il grandit, on améliore non seulement le bien-être de l'animal et sa perception de l'humain, mais on accroît également sa production de lait. Comme quoi, on vous conseille de donner un petit nom à votre vache, ça pourra servir, voilà, tout simplement. Et ben vous voyez, on a découvert plein de choses ensemble, Laura. Il y avait des études un petit peu insolites, mais voilà, les chercheurs se donnent du mal pour nous divertir et puis pour faire avancer la science à leur manière, on va dire. Ouais, à leur manière. Le poisson... On va pas aller très loin avec ça quand même. Ouais, franchement, ça nous avance à quoi de savoir qu'un poisson sait conduire ? À rien du tout. Mais c'est le principe de cette émission, la science s'infuse. On est là pour voir la science autrement. La science n'a pas qu'un côté scolaire, elle a un côté amusant et on est là pour ça ce soir, tout simplement. Eh bien, écoutez Laura, merci beaucoup d'être venue en studio, car oui, vous étiez en direct avec nous ce soir et ça fait plaisir. On vous souhaite plein de belles choses pour votre avenir, une très bonne continuation. Et puis, on rappelle à nos amis auditeurs que l'entreprise s'appelle Des Coussinets au Sabot. Si vous souhaitez rendre une petite visite à Laura et puis en savoir un peu plus sur ce qu'elle fait, elle sera ravie de vous accueillir tout simplement. Et puis, ce n'est pas tout, elle a également d'autres choses à proposer. On n'a pas pu parler de tout ce qu'elle faisait ce soir sur les ondes, mais d'ailleurs tiens, si vous avez envie de rajouter un petit quelque chose, n'hésitez pas, c'est votre moment. Si vous avez envie de parler un petit peu des autres domaines que vous proposez, je vous laisse la parole pendant cette fin d'émission. Il vous reste une petite minute, donc c'est à vous. Eh ben merci beaucoup déjà pour l'accueil, c'était vraiment très très sympathique, j'étais très stressée et je tiens à vous remercier pour le côté chaleureux et ludique de l'émission. Après, concernant mes autres spécialités, je suis également comportementaliste canin et donc pour toutes les problématiques de comportement ou d'éducation pour les chiens, mais aussi pour la cynophobie, pour les personnes qui ont peur des chiens, on peut entamer un travail ensemble sur quelques séances plus ou moins longues en fonction des besoins. Là aussi, je serai ravie de vous accueillir sur ma structure à Celles-sur-du-Rôle. Eh ben écoutez, en tout cas, nous on a été ravis de vous accueillir ici dans ce studio. Merci encore Laura d'avoir été avec nous. Avant de vous laisser, est-ce que vous connaissez le slogan de l'émission ou est-ce qu'il va falloir que je vous le donne pour que vous le connaissiez ? Ah, va falloir me le donner, je suis désolée, on débute. Eh ben écoutez, je vais vous le donner. On n'est pas là pour ramener notre science, mais bel et bien pour la partager, tout simplement. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt et vous revenez quand vous voulez sur les ondes de Variance FM. Merci beaucoup Jérémy, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et nous on se retrouve d'ici quelques instants, évidemment, pour votre cabanon du soir. La science s'infuse. Jérémy Sigro.